Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux webinaires dans lesquels nous allons parler de l'IoT autour du satellitaire. Donc, l'IoT satellitaire. Pourquoi on a voulu traiter ce sujet, c'est qu'en fait, l'IoT satellitaire, c'est une technologie qui est en plein développement. Donc, on voulait vous éclairer sur les usages de cette technologie. Et pour ce faire, nous avons confié Yannick Dessertelles, le dirigeant de la SNOC, qui se présentera tout à l'heure, et puis Gilda Sembi, responsable client. Bon, tu te présenteras plus précisément de chez Astrocast, donc un opérateur. Et tout d'abord, pour commencer, je vais prendre 1 minute pour présenter WeNetwork. Donc, WeNetwork, nous sommes les centres de ressources technologiques de l'électronique et de l'IoT. Nous sommes labellisés CCRT. Et ce label, il est très important pour nous parce qu'il garantit notre positionnement des tiers et confiance dans l'accompagnement de l'industrie dans sa transformation digitale. Et nous, on s'est donné une mission, et c'est qu'en fait, que chaque dirigeant puisse s'appuyer sur un tiers de confiance pour saisir les opportunités de la transformation digitale. Et pour ce faire, en fait, on a 4 leviers. Et on peut vous accompagner soit via l'expertise, donc c'est l'activité de conseil. Ça vous permet de sécuriser et accélérer vos projets des produits intelligents, ou bien des projets d'industrie du futur, parce qu'on intervient dans ces deux volets-là, les produits intelligents, les process intelligents. Deuxième pôle, c'est la partie qu'on appelle expérimentation. Donc, nous avons une ligne de production CMS, des cartes électroniques, et ce qui permet de tester et valider un POC, une pré-série. On a un volet académique, donc nous sommes centre de formation labellisé Calliope, et ce qui nous permet de faire monter en compétences rapidement sur des technologies. Et puis enfin, dans notre mission en tant que CRT, nous aussi, on fédère de tout l'écosystème de la filière électronique avec ce qu'on appelle des programmes des filières, donc des projets collaboratifs de la filière dans lesquels on fait les liens entre les laboratoires de recherche, les industriels et les autres pôles. Donc, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi on anime ce type de webinaire, nous pouvons rentrer dans les vifs du sujet. Donc, voici le programme de l'heure que nous allons passer ensemble. Je vais commencer par faire une introduction à l'IoT satellitaire et vous présenter un panorama des secteurs. Ensuite, Gilda, il prendra la parole pour faire un point sur le développement de la technologie, son fonctionnement, ses différentes applications. Et puis enfin, ce sera Yannick Dessertelles qui prendra la parole pour nous faire un retour d'expérience en tant qu'utilisateur de cette technologie. Et puis, pour rappel, vous avez à votre disposition les chats pour poser vos questions. On fera au mieux pour les prendre au fur et à mesure, mais de toute façon, on prendra du temps sur la fin, si nécessaire, pour traiter vos questions. Donc, je vais commencer par cette introduction à l'IoT satellitaire et les panoramas des secteurs. En fait, l'IoT satellitaire, quand on y pense satellitaire, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est ce type d'objet. Donc là, c'est une image tirée de Jurassic Park. Donc le docteur Ian Malcolm, à un moment donné, quand il sort sa mallette pour faire son appel avec son téléphone satellitaire. Donc des choses encombrantes et c'est avec une mauvaise efficacité énergétique, une mauvaise, c'est des choses assez lourdes, assez contraignantes. Aujourd'hui, si on vous parle d'IoT satellitaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions avec un coût réduit, c'est des choses miniaturisées, c'est des choses sécurisées. Donc, on est passé dans quelque chose au-delà. Les téléphones satellitaires, ils existent toujours, hein, mais il a plus ces formes facteurs. Ça, c'était vraiment, il y a plusieurs années. Il y a bien longtemps, on est passé à autre chose.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'IoT satellitaire? En fait, les marchés qui s'intéressent à l'IoT satellitaire sont très, très nombreux. Là, c'est quelques exemples qui sont tirés d'un rapport européen qui nous permet de voir que vraiment c'est très, très, très vaste. Ça peut être pour les suivis des assets, ça peut être pour la gestion au niveau des sites d'exploitation pétroliers et des gaz pour pouvoir suivre la production, pour pouvoir faire de la sécurité, pour pouvoir faire de la télématique. Ça peut être utilisé dans le cadre du Smart Grid pour suivre la distribution électrique ou les consommations. Au niveau de l'environnement, pour pouvoir avoir des données météo et suivi d'une manière plus simple. Pour faire de l'agriculture connectée, on peut le faire via l'IoT satellitaire. Pour la construction, pour les carrières, et bien évidemment pour tout ce qui est les télécoms. Donc, accéder à des réseaux de données via une liaison satellitaire. Donc, c'est vraiment très, très vaste ce qu'on peut faire. Et maintenant, pour voir un peu ce qu'on peut faire, je veux me poser un tout petit peu sur la technique pour vous dire comment est-ce qu'on va le faire, même si Gilda, après, il complétera cette propos. Déjà, l'IoT satellitaire, on a une constellation de satellites qui vont nous donner cette connectivité. Et ils ne sont pas tous à la même distance de la Terre. Ils peuvent utiliser ce qu'on appelle des orbites qui sont différentes. Donc, l'orbite la plus connue, c'est celle qui est ici affichée en noir, c'est l'orbite géostationnaire. C'est une orbite dans laquelle les satellites, il est toujours à la même position vue de la Terre. C'est pour ça que ça s'appelle géostationnaire. Ça ne bouge pas par rapport à sa position de la Terre. Et là, on est à un peu plus de 35 000 km de la Terre. Quand on communique avec ce type de satellite, c'est vraiment ce n'est pas très temps réel. On a plusieurs centaines de millisecondes d'échange, donc on ne peut pas faire du temps réel avec ce type de satellite. C'est typiquement ça peut être pour une connexion Internet qu'on pourrait faire ça, mais pas du temps réel. Les constellations qui vont nous intéresser surtout, c'est la constellation LEO, Low Earth Orbital Satellite. C'est les lignes bleues qui sont beaucoup plus basses, elles sont entre 200 et 2000 km de la Terre. Et ces satellites, en fait, ils ne sont pas géostationnaires, en fait, ils se déplacent à toute vitesse autour de la Terre. Donc, ils font un satellite qui est à 1000 km, il va faire les tours de la Terre en 90 minutes. Donc, ça vous donne un peu une idée. Quand on veut communiquer avec ces satellites, on a une fenêtre de tir de quelques minutes pour l'avoir. Sinon, il faut attendre les suivants, parce que c'est des constellations dans lesquelles il y a énormément de satellites qui circulent. Quel est le gros avantage de cette constellation c'est là qui vont s'appuyer la plupart des solutions IoT satellitaires, c'est qu'en fait, c'est des orbites très basses, et ce qui fait qu'on peut arriver à avoir un temps de latence assez réduit. Et puis surtout, c'est comme on est près, si on peut le dire comme ça, si on est à 200 km de la Terre, on n'a pas besoin d'énormément de puissance pour pouvoir communiquer avec ces satellites. Donc, ça peut être embarqué dans un objet plutôt petit. On n'a pas besoin de cette grosse antenne directive comme on voit dans les films dans lesquels on fait des communications avec l'espace. On n'a plus besoin de ces grands paraboles. Une antenne IoT, donc une petite antenne qui va dans un objet, peut très bien faire l'affaire pour communiquer avec un satellite qui est en orbite LEO. D'où l'engouement et d'où cet intérêt qui est bon. Si on voit quelques exemples de ce qui est utilisé, là, on commence à voir quelques noms d'entreprises qui travaillent là-dessus. Donc, ceux qui proposent des solutions IoT ou des services IoT, ils vont être pour la plupart situés ça va être des constellations LEO, celles que je vous disais, à entre 200 et 2000 km de la Terre, donc des constellations des nanosatellites. Là, on retrouve Astrocast, justement, qui est représenté par Gilda qui parlera tout à l'heure, mais aussi des très grands, très connus du secteur, comme Iridium, Orbcomm, Globalstar.
et Swarm, un petit peu moins connu, mais qui a été racheté il y a 2 ans par Starlink, qui vous parle peut-être un peu plus, donc, et SpaceX et tous les lanceurs qui peuvent mettre de devices dans l'espace. Donc, la plupart vont travailler sur des constellations Léo, mais il reste quand même des entreprises qui continuent à travailler dans du géostationnaire uniquement, ou bien qui mélangent les deux, comme Inmarsat, un grand acteur également, qui peut proposer des compromis entre ces deux types de solutions. Et pourquoi les Léo se développent? C'est, comme je le disais, c'est adapté à la basse consommation, parce qu'on a besoin de bonne puissance pour communiquer. Et puis aussi, c'est ce qu'on appelle des nanosatellites, donc des satellites de taille plutôt limitée et qu'on peut construire d'une manière beaucoup plus simple que ce qui est envoyé en orbite géostationnaire. Donc, quand on dit construire d'une manière plus simple, ça veut dire aussi construire de manière moins chère, et ce qui permet d'accélérer les développements. Si on va un peu plus loin dans la technique, et comme vous savez, une équipe radiofréquence qui communique, il lui faut bien utiliser une fréquence concrète. Et là, aujourd'hui, par exemple, un ordinateur qui fonctionne en Wi-Fi, il va fonctionner dans la bande de fréquence de 2,4 GHz. C'est ce qui est défini, ce qui est prévu. Là, dans les satellites, aussi, on va avoir des fréquences spécifiques qu'on va devoir utiliser. Donc, on a plusieurs fréquences qu'on va utiliser. Donc, il y a une gamme de fréquences qui est réservée pour la communication satellitaire, qui va du 3 au 30 GHz. Et ce qui est le plus utilisé, je vais sortir mon petit pointeur, et ce qui est le plus utilisé, c'est ces bandes-là, les bandes L et S, les bandes les plus basses, donc entre 1 et 5 GHz, justement parce que c'est des fréquences plus basses et il y a un certain nombre d'avantages. C'est ce qui est le plus utilisé. Et quand on communique depuis les satellites vers la Terre, on est obligé, impérativement, les satellites doivent utiliser ces types de fréquences qui sont réglementées. Par contre, quand il y a un dispositif qui émet vers les satellites, là, on a un petit peu plus de choix. On peut continuer à utiliser ces fréquences-là, référencées pour du satellite, ou éventuellement, il y a certaines infrastructures qui permettent d'utiliser des bandes de fréquences réglementées, bon, libres, mais libres d'usage, mais réglementées, qui sont autour de 800 MHz, autour des 400, autour des 1009. Donc, des bandes qui sont libres terrestres, qui peuvent éventuellement être utilisées pour communiquer depuis la Terre vers l'espace. Donc, on a cette dualité, on a la communication de l'objet vers l'espace et du satellite vers la Terre. Et là, on doit toujours se plier aux contraintes réglementaires et auxquelles fréquences on peut utiliser pour un cas ou pour l'autre. Vous verrez sûrement beaucoup plus clair avec la présentation de Gilda qui vous donnera les aspects techniques de comment ça communique et comment ça marche. Et enfin, pour vous donner une idée de quelle architecture on peut utiliser et comment ça s'articule entre l'objet et les satellites, on peut dire qu'on a deux manières de faire. La manière standalone, donc en autonomie, ou la manière hybride. Dans la manière standalone, on peut faire avec ce qu'on appelle un backhaul, donc avec un relais, une sorte de retransmission, dans lequel notre objet, qui est ici, va communiquer avec un système, avec une communication sans fil standard, ça peut être du Wi-Fi, du Bluetooth, peu importe, et on va avoir un relais, donc une antenne, qui va communiquer avec les satellites. Donc, qui va faire les. Ça, c'est utile pour donner une connectivité satellitaire à un endroit qui n'est pas couvert par d'autres télé. Mais cet objet, il pourrait éventuellement, c'est une deuxième architecture possible, il peut se connecter directement au satellite. Ça, c'est du standalone. Soit via un pont intermédiaire, soit en direct. Ça, c'est les deux manières de faire. Et sinon, on a aussi l'hybride. Aujourd'hui, on n'évoque pas cette question de l'hybridation. On va se focaliser vraiment sur les satellitaires purs,
Mais l'hybridation, c'est des choses qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias. C'est dans lesquels on peut avoir un dispositif qui a deux systèmes radio, deux chipsets. Un qui lui permet de communiquer avec un système terrestre, qui peut être Sigfox, par exemple, et un autre qui va lui permettre de communiquer avec les satellitaires dans les cas où son système terrestre n'est pas disponible. Ça peut être avec des chipsets, ça peut être avec un seul chipset si on arrive à trouver des fréquences qui se pètent. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire. Vous disiez, il y a des fréquences à respecter, des architectures possibles, que vous verrez beaucoup plus clair avec les exemples. Et puis, beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutionnaires. Là, je suis sur ma dernière slide. Là, c'est un schéma c'est une liste qui est assez intéressante et qui est consolidée par Eric Koulou, qui est un chercheur spécialisé dans les new space. Les new space, en fait, c'est l'industrie spatiale d'initiative privée. Voilà, donc ça, c'est un terme auquel on commence à parler aujourd'hui. Donc, ces chercheurs, ils consolident régulièrement un listing avec toutes les constellations. Et là, c'est les classements de la taille des constellations par typologie. Donc, ça, c'est les constellations dédiées à l'IoT. Et ce schéma-là, il est intéressant surtout pour avoir la liste des acteurs. Parce qu'en fait, c'est déjà les premiers acteurs, vu qu'il a annoncé 10 000 prototypes, ça force complètement l'échelle. Alors qu'il en a lancé que 3. Pour le moment, la constellation est très petite, mais vu qu'il a annoncé quelque chose de gigantesque, ça force complètement l'échelle. Et puis, je vous disais, l'intérêt surtout, c'est la liste, parce qu'en fait, les chiffres, ils bougent très vite. Il est difficile d'avoir des données à jour. Et je pense que Gilda, il nous confirmera ça. Et ce n'est pas à jour. Même Astrocast, vous êtes là, je ne pense pas que ça soit à jour. Voilà. Donc, du coup, l'intérêt de cette liste, c'est justement les secteurs. On retrouve en jaune les secteurs européens. Donc, il y a Satellite IoT, nous avons Fleet, Astrocast, Opcom, Myriota, Iber, Kineis, Eutelsat. Donc, plein d'acteurs européens. Et puis, je vous ai souligné également en vert Swarm Technology, parce que c'est une constellation qui est assez mûre et c'est celle qui est portée par SpaceX. Avec cette première présentation, ça permet de planter un petit peu le décor. Et ce que je veux faire, c'est je veux passer la parole à Gilda. Donc, il y a eu 2 questions. Ah, il y a 2 questions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Que je les retrouve. C'est de quel ordre est la latence en orbite basse? Alors, de quel ordre est la latence en orbite basse? Je veux renvoyer la question à Yannick. On peut être, alors comme ça de mémoire, je dirais de quelques dizaines de millisecondes. Mais je me permettrai de te renvoyer la question un peu plus tard. Et puis, j'avais une autre question qui va être l'architecture hybride. Et intéressant, alors je répète la question, l'architecture hybride est-elle intéressante dans les cas où on souhaite un fallback uniquement ou y a-t-il d'autres cas d'usage? C'est surtout, c'est pas tout à fait un fallback en fait de l'architecture hybride. Ça peut être intéressant pour quand on a, par exemple, pour suivre des satellites qui vont passer en voie maritime. Et dans la mer, on n'a pas de couverture terrestre. Donc, du coup, on bascule sur du satellitaire. Et puis, dès qu'on revient sur Terre, on rebascule en terrestre. Mais il faut savoir qu'une architecture hybride, elle va être plus coûteuse qu'une architecture simple. Coûteuse en matériel, parce qu'il faut dupliquer les systèmes radio, et coûteuse en logiciel, parce qu'il faut gérer la bascule d'un système à un autre. Donc, parfois, la meilleure solution, c'est rester juste un satellitaire. L'hybridation, il faut vraiment voir que les cas d'usage, ça soit intéressant. Donc, sur ce, je vois qu'il y a d'autres questions, on répondra après. Et puis, oui, les présentations seront distribuées. Et en fait, il y aura un replay qui sera disponible. On vous enverra les liens
et dans les jours à Fonctionne. venir. Voilà, que vous pourrez regarder si vous le souhaitez et puis diffuser à des collègues. Donc, Gilles, je te Super. propose Vous voyez bien mon écran? super. Et on t'en Parfait. Bah, super, parfait. Alors, c'est parti. Merci beaucoup, Anna, déjà pour cette première présentation et beaucoup d'éléments auxquels tu as déjà répondu. Je voulais juste dire c'était bien juste le graphique côté Astrocast. On a lancé 20 satellites. Donc, c'était un pouce, mais pour dire que c'était juste. Très bien, parfait. Donc, moi, c'est Gilda. Je travaille au service client chez Astrocast. On a un opérateur d'IoT satellitaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi l'IoT satellitaire se développe particulièrement en ce moment avec euh, 3 éléments de réponse. Il y en a sûrement d'autres. Et ensuite, on fera un petit focus un peu plus sur ce qu'on propose chez nous à Astrocast comme type de technologie, l'architecture du système, les terminaux de communication, le protocole, l'aspect radiofréquence, etc. Et puis, on verra dans un dernier temps quelques cas d'usage avec les bénéfices et les limitations de ce type de technologie. Donc, dans un premier temps, quelques mots sur Astrocast. On est une société basée en Suisse, à Lausanne. Et l'idée d'Astrocast, c'est de fournir une solution de connectivité type LP WAN aux 85% de la planète qui sont aujourd'hui pas couverts par les réseaux LP WAN ou cellulaires. Donc, on a été fondé en 2014 vraiment dans le but de répondre à ce besoin. On est principalement présent sur les marchés EMEA et APAC, donc Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Ça, c'est pour des questions d'accès aux fréquences radio. Et puis, on a la chance de travailler avec plusieurs partenaires industriels comme Airbus pour tout ce qui est protocole de communication, Flex Electronics pour le manufacturing des modules de communication, l'Agence spatiale européenne, et Thuraya, qui est un opérateur satellitaire historique et qui nous donne l'accès à une partie de son spectre de fréquences. Voilà, les fréquences radio, c'est vraiment stratégique dans le satellitaire. C'est très difficile d'avoir accès à des fréquences radio qui sont les mêmes partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important de sécuriser l'accès à des fréquences. Donc, 3 éléments qui font que l'IoT satellitaire se développe énormément en ce moment. Le premier point, c'est qu'on va venir lancer beaucoup plus en orbite basse maintenant. Ça fait 20 ans qu'on lance en orbite basse. C'est Iridium qui a lancé un peu ce type de technologie. Donc, ça commence à être assez mature. Donc là, Anna a déjà bien parlé des différents problématiques. Je dirais que pour l'IoT, c'est pas vraiment la latence qui va être un problème, parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas sur des applications temps réel, donc on n'est pas sur du gaming ou de la téléphonie où on a besoin de quelques millisecondes de latence. Ça va vraiment être sur le bilan de liaison, comme disait Anna, qu'on va venir utiliser l'orbite basse. Le fait d'être à 500 km versus 36 000 km, ça change complètement le bilan de liaison. Et à 500 km, on peut vraiment avoir des bilans de liaison très similaires à ce qu'on a sur du LoRa ou du Sigfox. Je rajoute juste sur ce slide que la difficulté de l'orbite basse, c'est que le satellite va se déplacer constamment. Donc, toutes les 1h30, il va faire un tour complet de la Terre. Donc, il avance à une vitesse de 7 km par seconde. Donc, c'est difficile de s'imaginer, mais ça va très vite. Donc, si on veut avoir une constellation complète 100% du temps, il va falloir énormément de satellites. C'est exactement ce que fait Starlink aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont plus de 2 ou 3 000, j'ai perdu le fil satellite, et ça leur permet d'avoir une couverture constante. Un opérateur satellitaire comme Astrocast et la plupart des autres, on va pas avoir une couverture constante. Il va y avoir plusieurs opportunités de passage par jour pour envoyer des informations au satellite. Et donc là, la latence va être beaucoup plus grande que juste des millisecondes ou des secondes. Ça va être potentiellement quelques heures. En tout cas, si on définit la latence sur le moment où je veux envoyer une information et elle arrive effectivement dans le cloud. Deuxième raison pourquoi le New Space se développe particulièrement en ce moment, et l'IoT y compris,
c'est qu'on a accès à des lanceurs beaucoup moins chers qu'auparavant et beaucoup plus fréquemment. Donc ça, c'est notamment grâce à SpaceX aujourd'hui et son lanceur Falcon 9. On espère qu'il y aura d'autres acteurs. Il y a quelques acteurs comme Rocket Lab aussi qui sont de plus en plus présents. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir un accès à l'espace bien moins cher qu'auparavant et bien plus fréquemment. Parce aussi, le challenge, ça va être de trouver les bonnes orbites pour bien compléter sa constellation. Et s'il y a que 2 lancements par année, ça va être compliqué. Le troisième point, c'est qu'on a miniaturisé beaucoup les satellites. Donc, faut se rendre compte, dans les années 70-80, quand on lançait des satellites, c'était la taille d'un bus, d'un minibus, c'était immense. Ça pesait des tonnes. Un peu une analogie que je fais souvent, c'est que il y a 20 ans, notre ordinateur, on avait cette tour à la maison. Voilà, elle était très très grosse et finalement pas si puissante que ça pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans un téléphone, aujourd'hui, on a beaucoup plus de puissance. Donc voilà, on a appliqué ces techniques de miniaturisation sur les satellites. Donc un nanosat, ou aussi appelé CubeSat, on parle d'unité. Donc un U, c'est un cube de 10 cm de côté. Et chez Astrocast, on fait des satellites aujourd'hui de 3 unités, donc ils font 30 cm de long et 10 par 10 de côté. Donc c'est à peu près 5 kilos par satellite. Et ça coûte relativement peu cher à fabriquer. Un satellite, ça fait 250 000 dollars de fabrication et 250 000 dollars au lancement. Donc un demi-million par satellite construit et lancé. Dans satellite, on a tous les systèmes critiques qui sont redondants. Si jamais on a un problème, on peut fallback toujours sur un composant additionnel. On a tous les systèmes qui permettent de gérer l'altitude et le contrôle du satellite et de faire en sorte que les antennes pointent toujours vers le sol. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier dans le spatial. Si le satellite fait rien, il va juste tourner indéfiniment et puis on n'aura jamais une communication stable. On a aussi de la propulsion. Et donc, au niveau des compteurs de satellites, donc on a lancé 2 satellites de démonstration en 2018-2019 qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On a 14 satellites en opération à l'heure où je vous parle, et on a 4 satellites qui viendront rejoindre la constellation dans les prochains mois, à peu près à l'été. Alors, ils ont déjà été lancés, mais ils sont dans un taxi de l'espace qui nous emmène sur une orbite qui va bien pour nous. Donc là, j'ai juste mis une petite animation. Je vais juste faire pause, voilà. Ici, on a 2 plans orbitaux. Ça représente une dizaine de satellites. Je l'ai pas relancé ces derniers mois, cette animation. Donc, en fait, on peut se rendre compte que les satellites bougent de pôle en pôle et qu'en même temps, la Terre tourne. Ce qui fait qu'on vient scanner vraiment la Terre avec juste 10 satellites. Ça suffit pour offrir une communication plusieurs fois par jour. Voilà, donc là, j'accélère un petit peu le temps et puis on se rend bien compte que la Terre tourne sur son axe, les satellites également, et puis qu'on vient scanner la Terre. Donc maintenant, on va un peu plus s'intéresser à la solution de bout en bout chez Astrocast. Donc ici, on a une architecture haut niveau. Donc si je vais de gauche à droite, on va avoir le device dans lequel notre client va intégrer un module de communication qu'on lui fournit. Avec ce module, on peut envoyer des informations au satellite Astrocast. Le satellite va les stocker et ensuite il va déverser ces données collectées via ce qu'on appelle des ground stations. Ça, les ground stations, c'est des énormes antennes que vous avez tous déjà vues et qui vont suivre le satellite. On est sur des fréquences aussi différentes et qui permet d'avoir une communication assez rapide entre le satellite et le cloud. Et toutes ces informations donc, passent par la ground station et arrivent dans le cloud. Et à ce moment-là, on va proposer un back-end et une API, comme vous pouvez connaître sur du LoRa, Sigfox, NB-IoT. Quelques points clés chez Astrocast, c'est qu'on est vraiment ultra low power. Donc, le module en transmission va consommer à peu près 70 milliamps à 3.3 volts, donc environ 250 milliwatts. Donc, c'est très peu pour de la communication satellitaire. On a également la possibilité de faire du bidirectionnel.
Bon, cost efficient solution, tout le monde va dire ça dans la IoT satellitaire. Disons que par rapport à des solutions comme Iridium ou Inmarsat, historiquement, c'est vrai qu'on est beaucoup moins cher. Et puis on travaille beaucoup avec les clients, donc on a toute une équipe aussi R&D qui peut supporter les projets clients. Nos produits, on a le produit principal qui est l'Astronode S, donc c'est le fameux module de communication, solder done. Vous avez une liaison UART, quelques pins de wake up, event, reset. Et donc voilà, faut l'intégrer sur un PCB avec une antenne sur bande L. Donc nous on propose une antenne patch qui est vraiment spécifiquement adaptée à nos fréquences. La majorité des antennes bande L par exemple qui sont utilisées pour le GNSS, elles vont pas fonctionner avec Astrocast, que le gain sera trop faible. Donc nous on propose cette antenne. On a plusieurs clients qui ont développé aussi leur propre antenne, mais on propose de base celle-ci. On a un autre produit qui s'appelle l'Astronode S+. Et là, en fait, ça va être un PCB avec d'un côté le module de communication Astronode S, une interface avec un connecteur Molex, et de l'autre côté l'antenne. Donc ça, c'est pratique parce que si vous voulez faire un proof of concept rapide, vous n'avez pas besoin de designer un PCB et de faire toute l'intégration. Vous avez juste à vous connecter au connecteur Molex en UART ou RS232, et puis on peut très rapidement faire un proof of concept. J'en profite pour préciser que toutes les datasheets et les application notes sont disponibles sur docs.astrocast.com. Donc il y a toutes les informations disponibles techniques disponibles sur ce site. Et ces 3 produits sont aussi disponibles sur Mouser Electronics, si vous souhaitez commander. Et Gilles, je me permets une petite question juste Oui. sur les form factors du circuit imprimé de l'antenne. Quelle est la taille, en fait? Alors, on va avoir l'antenne fait 35 mm de côté. Et ce qui est important, c'est elle a besoin d'un grand plane pour fonctionner optimalement. Le grand plane recommandé, ça va être 65 par 65 mm. Donc, on a un PCB de 65 de côté et on met l'antenne au milieu. Ça fonctionne aussi si on a des contraintes d'espace. On a déjà fait des protos sur du 50 mm, ça fonctionne. Après, on vient un peu limiter les performances, donc on va peut-être rater des passes satellites. Voilà, si on a l'espace disponible, minimum 65 mm. Ce sera les meilleures performances. Je me permets de continuer les questions. Il y a pas mal de questions côté électronique, donc on va prendre un instant. C'est sur les côtés, les microcontrôleurs, vous savez dit quoi dedans? C'est un ARM? On a un STM32. C'est un STM32. Mm-hmm. Et puis, enfin, dernière question là-dessus, c'est est-ce que votre composant, Astrocast, peut-il communiquer avec d'autres constellations IoT satellitaires? Non, il est 100% optimisé pour communiquer avec des satellites Astrocast. C'est peut-être une question de fréquence. Hein. Oui, alors oui, on utilise la bande L, et puis c'est une question aussi de sécurité, tout ça. Alors, je pense que dans quelques années, on aura des modules qui pourront faire beaucoup plus de choses. Mais en l'occurrence, on a dû faire du custom parce qu'on était sur des bandes de fréquences qu'on est les seuls à utiliser. Et voilà. Très bien, merci. Donc, je vous laisse continuer et puis on reprendra les questions après. Ok, super. Alors au niveau du protocole, on est sur un protocole bidirectionnel. On peut donc envoyer des messages uplink principalement. Un message, ça va être jusqu'à 160 octets avec optionnellement 8 octets de latitude-longitude. Chaque message va être acknowledgé par le satellite. Donc, le module, c'est exactement qu'est-ce qui a été reçu ou pas. Si ça n'a pas été reçu, il va réessayer automatiquement de faire l'envoi. Et on a aussi la possibilité de recevoir des commandes downlink. Et là, ça va être assez limité. On est sur 8 ou 40 octets. Donc, voilà, un peu comme du Sigfox, ça ne permet pas de faire une mise à jour à distance, mais ça va permettre de changer des éléments de configuration sur le device. Donc ça, c'est les messages, par exemple 160 octets, c'est la taille du message, mais on peut envoyer plusieurs messages par jour. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer au minimum 2 kilobytes par jour au réseau sans problème. Et on peut monter un peu au-dessus. Mais on garantit aujourd'hui, nos SLA, ils sont sur 2 kilobytes par device par jour. Au niveau du uplink et au niveau du downlink, on va pouvoir envoyer à peu près 2 commandes par jour. C'est assez limité.
il y a tout un chemin à faire qui est assez complexe pour l'information. Cette communication va être chiffrée du module jusqu'au cloud. Donc ça peut être intéressant. Et puis, on va venir utiliser des modulations type ultra narrowband pour la communication, comme assez similaire à Sigfox sur ce point de vue-là. Donc, on va avoir plein de canaux, de petits canaux de communication en parallèle entre les modules et le satellite. J'ai rajouté un petit slide un peu technique, je pense que ça peut intéresser certains, sur la consommation d'énergie et un peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc, en fait, le satellite, il émet toujours comme un beacon très régulièrement. Donc, on va lire de gauche à droite ce slide. Donc, le satellite émet son beacon et le module, il va se réveiller sur des périodes de temps qu'on calcule en interne dans le module, des périodes où on sait qu'on peut calculer à l'avance qu'un satellite va passer plus ou moins sur cette zone, sur une période de temps définie. Il va venir faire des acquisitions de signal très courtes, toutes les 17,7 secondes. Et donc, tant qu'il voit rien, tant qu'il détecte pas de puissance sur cette bande de fréquence, sur notre bande de fréquence, il va juste continuer d'être en recherche de satellite. Quand le satellite va arriver, en fait, le module va détecter qu'il y a de la puissance qui vient sur la bande de fréquence. Et là, il va finir démoduler le signal, confirmer que c'est bien un satellite Astrocast, donc avec les clés de chiffrement qui vont bien. Il va pouvoir synchroniser aussi des informations sur la constellation, le temps UTC actuel. Et ensuite, il passe en transmission. C'est ce qu'on voit ici en rouge. On est en transmission à 76 milliampères pendant 2 secondes, je crois, sur cet exemple. Donc, c'est assez lent comme techno, c'est pas très rapide. Et ensuite, il va attendre 4 secondes, puis se réveiller en RX pour recevoir l'acknowledgement qui vient du satellite. Voilà, je pense que c'était bien de passer sur un slide un peu technique comme ça. Ça vous permet de bien comprendre comment le système fonctionne et se synchronise. Je sais que j'ai un peu le dépassé. Je suis désolé, je crois que j'ai deux ou trois slides. Je vais faire rapide. Vu qu'on prend un peu des questions au fur et à mesure, t'as encore 2 slides, hein, c'est ça? Ok, ouais. Donc, au niveau des fréquences radio, on est sur du 1.6 GHz, ce qu'on appelle la bande L. Et ce qui est intéressant, vous pouvez voir en bas à droite, en fait, on a 2 fréquences, une pour le downlink, une pour l'uplink. Et au milieu, on va avoir les fréquences GNSS L1. Donc, ça veut dire qu'avec fait, une antenne, on va pouvoir faire à la fois du Astrocast et du GNSS. Donc, c'est pour ça l'antenne patch qu'on propose, elle va être dual band. Et au milieu, en fait, on a les bandes GNSS, mais on a besoin de beaucoup moins de gains pour faire un fixe GPS que de faire la transmission Astrocast. Donc, c'est complètement acceptable. Et donc, on a pas mal de clients qui installent un petit switch RF qui va venir basculer entre l'Astronodes ou un receiver GNSS. Voilà pour la techno. Et maintenant, quelques mots sur les cas d'usage. J'ai pas voulu faire une liste très longue. On va rester simple parce qu'en fait, je vois toujours 2 grandes catégories de cas d'usage. On va avoir le tracking. Et donc là, ça peut faire vraiment du sens d'avoir un tracker, enfin un device hybride. Donc par exemple, Sigfox ou NB-IoT et IoT satellitaire, parce que le device va se déplacer, va être dans des environnements différents, il va se retrouver dans des zones, par exemple sur un bateau ou dans la montagne, dans un désert, où il n'a pas accès à de la communication classique terrestre. Et donc là, on va pouvoir faire un fallback sur du satellitaire et avoir des données qu'on pouvait juste pas avoir avant. Donc, bien sûr, la limitation, c'est que on va avoir du hardware en double. Donc, ça va avoir un impact sur la taille du device et puis sur son coût, sa complexité. Mais on a, là, j'ai mis un exemple d'Aerospot, qui est une société israélienne qui développe une solution pour les conteneurs où il y a à la fois du cellulaire et du Astrocast. La deuxième catégorie, ça va être plutôt des devices qui sont statiques. Donc là, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir un device hybride. On va juste installer une techno qui sera jamais utilisée. Sauf si c'est très critique et on veut un fallback, mais ça, c'est autre chose. Donc, typiquement, un data logger.
Aujourd'hui, il y a des scientifiques aujourd'hui qui sont obligés de retourner sur des glaciers tous les 2 ans pour récupérer des data loggers et récupérer la carte SD et avoir leurs données, alors qu'ils pourraient dès aujourd'hui utiliser des solutions d'IoT satellitaires. Donc le bénéfice, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure à avoir sur place. Et puis, si on met un panneau solaire sur le device, on arrive à récupérer a priori assez d'énergie pour en fait qu'ils puissent indéfiniment envoyer des données. J'ai mis ici un exemple d'une société qui s'appelle Avirtech avec laquelle on travaille. Ils sont en Indonésie et là-bas ils ont des exploitations de palm trees, enfin un peu ce qu'on utilise pour faire l'huile de palme. C'est immense, quoi. La taille d'une exploitation, c'est la taille de la Suisse, donc c'est juste immense. Puis aujourd'hui, ils n'ont pas du tout d'infrastructure terrestre pour communiquer. Donc ils ont plein de cas d'usage intéressants là-bas. Une limitation, ça va être la latence. Donc en tout cas, chez Astrocast, on a 20 satellites aujourd'hui, enfin 18, on va dire opérationnels, sans compter les démos. On va pas pouvoir communiquer toutes les 2 minutes. On va avoir plusieurs opportunités de passage par jour. Donc tout ce qui est cas d'usage où on a besoin de temps réel ou bien c'est très sensible, par exemple un gilet de sauvetage sur un humain, aujourd'hui on n'a pas la maturité qui va pour pouvoir avoir ce type de cas d'usage, ou alors il faut aller sur du Iridium, des solutions qui sont bien plus chères, mais qui auront presque du temps réel. Donc voilà, faut bien garder ça en tête. Tout ce qui est urgence, tout ça aujourd'hui, on n'a pas assez de satellites pour pouvoir couvrir ce type de cas d'usage. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Désolé c'était un peu plus long que prévu. Merci Gilda. Donc, je me permets juste de poser une dernière question avant de passer la parole à Yannick. Donc, si tu veux, Yannick, tu veux commencer à prendre la main et installer ta présentation. Et donc, il y avait plusieurs questions, mais il y en avait une, c'est par rapport au coût. Les coûts d'un device, les coûts d'un abonnement, ça correspond à quoi? Ouais. Alors, le module, l'Astronodes, il va être entre 30 et 50 dollars en fonction ou euros en fonction du volume. Donc, voilà, ça reste beaucoup plus cher qu'un module Sigfox ou LoRa, même NB-IoT. Par contre, si vous venez du milieu satellitaire, donc si vous avez l'habitude d'avoir du Iridium, tout ça, ça va être beaucoup moins cher. Donc, selon les gens avec qui je discute, c'est toujours assez, les réactions sont toujours assez différentes. Et donc, les prix des abonnements, pour donner une idée, si on consomme 1 kilobyte par mois par device, donc ça fait juste 30 octets par jour, hein, c'est pas beaucoup, on va payer 1 euro par mois. Donc, c'est un référentiel assez simple. Sur la documentation en ligne, donc docs.astrocast.com, il y a un tableau avec tous les prix pour les différents plans de données. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, dernière, juste petite confirmation, il y a une question, c'est est-ce que cela fonctionne à l'indoor? Non, ça ne fonctionnera pas en indoor. Ça fonctionne bien sûr à travers du plastique, donc un boîtier plastique. Donc, la plupart des cas, ça fonctionne aussi un peu à travers le verre. Donc, à travers des pare-brises, on arrive à avoir de la communication de manière assez efficace. Non, par contre, en intérieur, ça fonctionnera pas. C'est grâce à la contrainte, donc éventuellement l'hybridation, ça peut être dans des cas comme ça où l'objet il se déplace en indoor. Là, ça peut faire du sens une hybridation. Exactement. En tout cas, si le GNSS fonctionne pas, c'est sûr qu'Astrocast fonctionnera pas. Voilà, ça c'est une règle qui fonctionne toujours. Donc, je vais te laisser la parole, Yannick. Désolé pour le retard, mais on est bien, on est bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente donc Yannick Dessertaines. Moi, je suis le président fondateur de la Société nationale des objets connectés. On est situé à Angers, au sein du Technocampus électronique et IoT, pas loin de WeNetwork d'ailleurs. Et la société, en fait, est spécialisée dans tout ce qui est IoT, sur toute la chaîne de valeur, en commençant par l'électronique, toute la partie transmission télécom, et pour aller jusqu'à la data. Son micro est coupé.
Et ton micro est Tac, coupé. ça y est, c'est bon, il est revenu. Donc, comme je disais, on a tout un tas de solutions télécom qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit des réseaux courte portée comme le Bluetooth, le Wi-Fi, tout ce qui est LPWAN avec le Sigfox, le LoRa ou les solutions GSM. Et en fait, voilà, on a rajouté le satellitaire depuis un petit moment, depuis à peu près un an, et ce, entre autres, pour des besoins aussi de connectivité par rapport à l'offre que l'on réalise sur la partie logicielle avec notre plateforme de traitement de données qui s'appelle télémesure.net. Donc, ce besoin, en fait, hein, nous, depuis 2015, on a notre plateforme télémesure.net, hein, qui est une plateforme généraliste. Et en fait, on a la volonté de banaliser la notion de transport d'informations. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hybridation. Nous, depuis le début, en fait, le but, c'est de communiquer avec un objet et peu importe le moyen de transport que l'on peut avoir. Et on a, depuis le début, en fait, réalisé de l'agrégation avec, que ce soit du Sigfox, du LoRaWAN, privé, public, des réseaux cellulaires avec des modes de communication aussi différents. Et puis, depuis 2022, depuis l'été 2022, on a commencé à évaluer différentes solutions satellitaires et puis à porter notre dévolu sur une solution. Alors, pourquoi le satellite en mode IoT? En fait, nous, on avait besoin de pouvoir offrir à certains de nos clients des solutions de transport d'informations pour les zones blanches. En fait, on s'aperçoit que on a quand même pas mal de zones sur lesquelles on n'a pas de solution de communication avec toutes les solutions complexes et nombreuses que l'on peut déjà avoir. Il y a des endroits où on n'a vraiment rien. Donc le but, c'était de trouver une nouvelle solution. Jusque-là, les solutions satellitaires en fait restaient très consommatrices d'énergie, très coûteuses, et qui rentraient pas forcément dans le profil en fait de l'IoT, où on cherche vraiment de la faible consommation. On est soit sur des alimentations sur pile, soit sur des alimentations avec un petit panneau solaire, mais très limité. Donc ça, c'était le point important. Donc les nouvelles solutions satellitaires, justement, permettent de rentrer dans ces profils. Le faible coût d'abonnement, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un point critique, hein. Le déploiement massif veut dire aussi des coûts d'abonnement faibles pour la partie transport. Et puis des coûts d'intégration aussi qui soient cohérents par rapport aux produits. Et bien sûr, la sécurité, hein. La sécurité aujourd'hui, c'est un point crucial et tout le monde en parle. Et on le traite de façon prioritaire, je dirais, et avoir une sécurité de transmission qui va avec. Voilà. Et du coup, ça nous a permis d'offrir un nouveau moyen de communication qui est intégré à notre plateforme télémesure.net et du coup qui nous permet d'avoir une hybridation côté réception complète. Les critères de choix, hein, que l'on avait, nous, pour choisir un opérateur ou une solution satellitaire, ça a été en premier lieu la consommation d'énergie. Ça, c'était vraiment un point clé. Les capacités techniques du réseau à moyen terme, et je parle bien à moyen terme parce que on voit bien que l'IoT satellitaire, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en plein développement, et se dire, voilà, je vais prendre une technologie aujourd'hui juste sur les critères d'aujourd'hui. On voit bien que nombre de compagnies ont des prévisions de lancement de satellites qui ne sont pas réalisées.
mais qui sont en cours. Et donc, c'était plus de prendre en lien le futur, le plan de déploiement, plutôt que les capacités actuelles. Un point aussi qui était important pour nous, c'était l'uplink et le downlink, parce qu'on a pas mal d'applications où on a besoin de faire des downlinks, soit de configuration, soit vous verrez dans les exemples que je vais donner, de programmation d'informations dans les produits. Un point important aussi, c'est la rapidité de mise en œuvre. Aujourd'hui, les cycles de développement sont relativement courts. Les besoins de faire des POC aussi facilement et rapidement. Tout ce qui est back-end, aujourd'hui, avoir la possibilité d'avoir une API de gestion. Aujourd'hui, on est de plus en plus intégré d'un point de vue digital avec les autres plateformes, et avoir une API de gestion qui permet du reporting, de la mise en service et de gérer le cycle de vie en automatique des produits, c'est quelque chose de clé. Et puis, enfin, de travailler un peu avec un acteur disruptif et facilitant. Alors ça, c'est un peu, je dirais, l'ADN de l'entreprise aussi. Donc, c'est un point, on aime bien les gens qui ont des plans un peu ambitieux et qui sont aussi facilitants sur les relations et sur l'aide que l'on peut avoir sur la partie R&D. Ça, c'est hyper important. Alors, nos critères de choix nous ont amenés aujourd'hui à choisir Astrocast et à démarrer avec eux dans un premier temps. Et du coup, on a eu il y a 2 challenges dans les applications à résoudre. La latence. L'IoT satellitaire, la plupart du temps, on a de la latence. Alors, ce n'est pas forcément la latence dont on a parlé au départ, qui est le temps que le signal aille de l'IoT au satellite et revienne, mais c'est plus aujourd'hui, comme on est sur des satellites à orbite basse à défilement, c'est d'attendre que le satellite passe pour lui transmettre l'information et attendre que l'information soit revenue sur le back-end de leur opérateur pour qu'on ait cette information. Et du coup, les latences, aujourd'hui, ça peut aller suivant le moment où on décide de transmettre, de quelques minutes à plusieurs heures. Donc, ça veut dire aussi de savoir travailler et d'avoir des applications qui soient compatibles avec ce type de temps d'attente. Aussi, la latence ne nous permet pas, sur la partie downlink, de venir faire des actions en temps réel. Donc, c'est de venir travailler sur des protocoles que l'on va déterminer, qui vont nous permettre de faire non pas du temps réel, mais plus de la planification ou d'avoir des rapports long terme. Voilà. Puis enfin, on travaille avec le satellite, et comme tout système RF, c'est un nouveau moyen de transmission radio à mieux connaître. La radio, souvent, c'est un peu, je parle toujours de magie noire, mais voilà, il faut savoir connaître, il faut savoir prendre en main tout le bilan de liaison, en fait, et puis connaître un peu les points sur lesquels il va falloir agir. Alors bien sûr, toute la partie antenne, ça c'est le point crucial, mais c'est aussi parfois sur l'environnement. Quand vous êtes à proximité de bâtiments ou de zones, par exemple, boisées, on peut avoir aussi des problématiques qui empêchent des réceptions optimales. Je vais passer maintenant aux exemples. Alors, le premier produit qu'on a fabriqué et qui est en cours de déploiement, c'est pour une société au Niger, la société Techinov. Donc là, typiquement, c'est pour une application de téléirrigation.
Donc, le but, c'est de piloter l'irrigation à distance dans les champs. Et puis de collecter toutes les informations météo et informations concernant le sol pour pouvoir faire de la modélisation et de l'analyse prédictive pour pouvoir planifier en fait les arrosages de façon fine pour avoir une optimisation aussi bien sur l'économie d'eau, l'économie sur la diffusion des intrants, et puis avoir une croissance maîtrisée au niveau des plantations. Là, on est parti en fait sur un produit hybride. Hein. On a un produit qui est alimenté en solaire de façon totalement autonome, et on a une connectivité donc LoRa obligatoire, hein, qui est sur la carte de base. Et après, on a choisi de faire une connectivité soit GSM, soit satellite, pour tester différents modes. Entre autres, justement, de temps en temps, voilà, pour faire face sur certaines applications aux problématiques de latence. Donc, voilà, deux options, sachant que c'est un projet qui est en développement et en déploiement. Voilà, il y avait deux options qui étaient ouvertes et sur lesquelles on a travaillé. Du coup, comment on a réalisé ça? On est parti donc de la carte Astronodes S+, d'Astrocast, hein, qui nous a permis de faire directement une carte de communication rapidement et de l'intégrer dans le produit. Et on a designé une carte exactement au même format, mais avec une solution cellulaire, mais avec la même connectivité, qui nous permet en fait, lors de l'installation du produit, de choisir si on part en cellulaire ou si on part en satellite. Sachant que de toute façon, on a aussi l'hybridation avec le LoRa, que ce soit l'un ou l'autre des communications, principalement pour avoir de la communication entre les produits et éventuellement à terme avec pour des champs relativement importants, avec un système de concentrateur qui nous permettra de repartir sur un autre type de média par la suite. D'un point de vue de la data, on fait aujourd'hui des mesures et on va envoyer une trame de mesure toutes les heures en uplink. Et on a en downlink des trames de planification, sachant que dans le système, on a une planification qui est faite dans le cloud, et du coup, on renvoie avec on a créé un système de protocole de planning qui permet de redescendre les plannings d'arrosage en automatique via ces downlinks. Voilà. Deuxième projet, là c'est pour un autre client, la société Gros Lot, qui est dans le Maine-et-Loire. C'est de la supervision d'armoires fibres. On travaille déjà avec eux sur de la supervision donc en Sigfox, LoRa et LTEM, mais on a des zones sur lesquelles on a zéro réseau de disponible, ou bien tellement peu que ça ne passe pas sur une exploitation correcte. Donc du coup, alors ça c'est un produit qui va voir le jour le mois prochain. C'est du coup, on l'a en R&D là, on a réalisé donc une antenne avec le module Astronode, pareil, qui est positionné au-dessus de l'armoire métallique. Et du coup, là, on travaille uniquement sur un
une tram uplink de résumé journalier en fait, des événements liés à l'harmonie. Voilà. Ça, c'est plus, je dirais, simple au niveau de cette application-là. D'un point de vue retour d'expérience, hein, il est relativement positif. On a eu un temps d'intégration qui a été faible. Sur la partie, alors là, nous, on est parti directement hein, du module Astronode. Donc là, Astrocast livre en fait tout un tas de librairies qui sont déjà prêtes pour s'interfacer. Il y a juste la notion de driver, de communication avec l'UART à rajouter. Donc là, nous, en moins de 2 jours, en fait, notre logiciel était enablé pour communiquer avec le module et le satellite. Donc ça a été relativement rapide. La connectivité cloud, alors là, nous, on s'est interfacé avec les API et puis les downlinks. Donc ça, c'est à peu près en 3 jours, on a réussi à avoir quelque chose de fonctionnel par rapport à notre plateforme télémesure et de pouvoir recevoir et envoyer des messages. Et puis, concernant le hardware, ça a été aussi relativement simple vu qu'on partait sur l'Astronaut Plus, donc avec antenne et module déjà sur un PCB. Donc là, c'était hyper simple. On n'avait pas d'intégration sur notre propre PCB à faire, ni de mise au point d'antenne. Donc, je dirais la seule mise au point, c'était par rapport à l'intégration dans le boîtier. Je parle principalement pour le boîtier du système d'irrigation. Après, concernant la consommation, on était en ligne avec les datasheets, hein, avec une consommation aux alentours des 70 milliampères. Et puis les transmissions de nos différentes trames, donc ça se passe bien. Puis enfin, on a eu différents essais avec des zones où le ciel est un peu masqué. C'est toujours un point critique hein, quand vous êtes contre un mur et que vous avez, ou contre un bâtiment qui vous masque une partie du ciel. Et que le satellite passe justement sur le côté où est le bâtiment. On voit qu'on a des tentatives de transmission, mais qui ne sont pas forcément réussies. Mais au deuxième passage, ça se passe très bien parce que la plupart du temps, les orbites sont pas parfaitement alignées sur le site. Hein. Et ça se décale en permanence, donc la réussite se fait toujours bien, même si on a un peu de masquage. Alors c'est sûr que sur les produits qui sont sans masquage, qu'on a une vision du ciel parfaite, ça marche, ça passe à tous les coups, donc là il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est un peu les retours que je voulais vous faire. Donc finalement une expérience fluide et une très bonne expérience en fait de la connectivité satellitaire là avec des modules intégrés qui finalement nous masquent toute la complexité du protocole. Donc voilà, quelque chose de rapide et positif. Il y a une question sur le chat. Ouais. Est-ce qu'il est possible de mettre du code custom dans le module pour ne pas rajouter un deuxième micro? Tu avais un deuxième micro pour la gestion. Oui, tout à fait. Là, nous, on avait un deuxième micro. De toute façon, il y a une application qui est à chaque fois qui est importante. Et puis comme par exemple sur le projet d'irrigation, on a une hybridation, on est obligé d'avoir un deuxième micro qui vient faire tout ça. Et puis on a, comment dirais-je, on a un besoin comment je vais expliquer ça. On a un besoin aussi de réutiliser des librairies qu'on a déjà développées et
souvent, entre autres pour l'irrigation, on a aussi besoin de pas mal d'entrées-sorties. Donc, placer notre logiciel dans l'OS, dans le module, c'était pas forcément quelque chose d'intéressant pour nous, en tout cas. C'est vraiment sur des applications où il y a quasiment très peu de processing ou très peu d'entrée-sortie que c'est intéressant. Puis aujourd'hui, le prix d'un processeur, à part le coût relatif à la consommation, ça reste quelque chose de faible. Et des fois, utiliser le microcontrôleur qu'on utilise d'habitude et sur lequel on a nos habitudes de développement, ça permet d'économiser parfois sur la partie temps de développement, ce qui n'est pas négligeable. Très bien. Donc, merci Yannick, merci Gilda. Et là, je suis désolée, on va pas pouvoir prendre plus de questions. On commence à dépasser un peu le temps qu'on s'était donné. Donc, est-ce que je me permets de les clôturer? Donc, merci beaucoup à Gilda et Yannick. Et je me permets juste de rappeler 2 événements avant qu'on se quitte. Donc, deux semaines organisées par WeNetwork, donc une matinée sur l'éco-conception, donc dans notre cycle Tech for Green, qui aura lieu le 20 juin à Laval. Et puis, pour y aller plus loin sur les concepts autour de l'IoT, on propose une formation le 13-14 juin à IoT Indicator Cloud. Donc, n'hésitez pas à nous demander plus d'informations si vous les suivez et si vous les voulez. On va nous suivre sur LinkedIn, on poste toutes nos informations là-dessus. Donc, merci à nos intervenants. Très belle présentation. J'espère qu'avec ça, vous verrez un peu plus clair comment ça marche, que c'est un peu moins nébuleux. Et vous savez, les coordonnées de Gilda et Yannick, n'hésitez pas à revenir vers eux pour des questions. Nous sommes tous les 3 là à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets. Et je vous dis à bientôt pour un prochain événement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.